Mon fils m'a donné une bouteille de whisky. Cette même nuit, ma petite fille m'a écrit « Ne bois pas ». Si cette histoire vous a profondément touché, laissez un like pour que je sache que vous avez ressenti chaque émotion avec moi. Et dans les commentaires, dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de ce grand-père? Votre opinion compte plus que vous ne le pensez. C'était mon 70e anniversaire, et la maison semblait trop grande pour contenir si peu de personnes. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir, celui que ma femme Marguerite avait choisi il y a 30 ans dans un magasin d'antiquités du 6e arrondissement en disant qu'un homme de mon âge méritait de se reposer avec dignité, et je regardais à travers les fenêtres du salon les toits de Paris qui se perdaient dans l'horizon doré du crépuscule automnal. Le gâteau était encore sur la table de la salle à manger en chêne sombre, les bougies éteintes et la cire coulant lentement sur les bords comme des larmes de stéarine. 70 bougies. 70 ans de vie, de travail, de sacrifice, de joie et de peine. 70 ans qui semblaient peser sur mes épaules comme un manteau de plomb, surtout depuis que Marguerite était partie il y a 3 ans, emportant avec elle la chaleur qui faisait de cette maison un vrai foyer. Les quelques invités étaient partis il y a 1 heure, laissant derrière eux l'écho de leurs voix polies et de leurs vœux de circonstance. Les voisins, monsieur et madame Dubois du rez-de-chaussée, quelques anciens collègues de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt où j'avais travaillé pendant 40 ans comme spécialiste dans le département moteur, mon cousin André avec sa femme Sylvie qui souffrait de migraines chroniques. Tous avaient apporté les cadeaux habituels, une chemise bleu clair que je ne porterai jamais car trop élégante pour mes habitudes, un livre de cuisine que je ne lirai jamais car cuisiner me rappelait trop Marguerite, une bouteille de vin rouge de Bordeaux que je ne partagerai avec personne car boire seul me déprimait. Mais il y avait eu un autre cadeau, un qui me troublait encore tandis que je le regardais posé sur le buffet de l'entrée, à côté de la photo de Marguerite le jour de notre mariage. Une bouteille de whisky écossais. Macallan 25 ans. Une bouteille qui coûtait plus que ce que je gagnais en un mois, à l'époque de l'usine, quand chaque franc était précieux et devait être dépensé avec parcimonie. Elle était enveloppée dans un papier doré élégant, avec un ruban rouge qui semblait sortir de la vitrine d'un magasin de luxe de la rue Saint-Honoré, où les prix font pâlir un retraité comme moi. Et elle venait de Pierre, mon fils. Pierre. Le bébé que j'avais tenu dans mes bras pour la première fois il y a 45 ans, par ce froid matin de janvier 1979, quand il pesait à peine plus de 3 kilos et que ses petites mains étaient si minuscules qu'elles arrivaient à peine à saisir mon doigt calleux du travail à l'usine. Le petit garçon blond que j'accompagnais à l'école chaque matin avant d'aller à l'équipe de 6 heures, marchant dans les rues encore sombres de Boulogne, que j'aidais avec ses devoirs de mathématiques assis à la table de la cuisine sous la faible lumière de la lampe au abat-jour fleuri, qui me regardait avec des yeux pleins d'admiration quand je réparais son vélo rouge dans le garage humide de notre ancien appartement. Le jeune homme dont j'avais été si fier quand il avait terminé ses études d'économie à la Sorbonne avec mention très bien, quand il avait trouvé son premier emploi dans une banque importante du centre de Paris, la BNP Paribas, quand il avait épousé Sylvie, une fille douce et intelligente qui travaillait comme institutrice et qui avait apporté dans notre famille cette grâce féminine qui manquait depuis la mort de ma mère, et quand il m'avait donné la plus grande joie de ma vie, Chloé, ma petite fille, la fillette qui avait redonné du sens à mes journées après la mort de Marguerite. Mais ces dernières années, quelque chose avait changé de manière subtile mais inexorable. Pierre était devenu distant, froid, comme si une barrière invisible mais impénétrable s'était dressée entre nous. Les visites s'étaient faites plus rares, les appels téléphoniques plus courts et plus formels, réduits à des politesses éduquées mais dénuées de chaleur. Quand il venait me voir, il semblait toujours pressé, toujours préoccupé par autre chose, toujours avec le regard qui dérivait vers le téléphone ou la montre, comme s'il attendait un appel important ou avait un rendez-vous urgent ailleurs. Il parlait d'investissement, d'opportunités financières, d'argent et de marché avec une passion fiévreuse que je n'avais jamais vue dans ses yeux quand il était enfant et rêvait de devenir instituteur comme sa mère ou mécanicien comme moi. Et aujourd'hui, pour mon 70e anniversaire, il était arrivé avec cette bouteille coûteuse et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, un sourire qui semblait peint sur son visage comme un masque de carnaval, froid et artificiel. « Bon anniversaire, papa » avait-il dit en m'embrassant avec cette froideur polie qu'il avait apprise je ne sais où, peut-être dans les milieux élégants de la banque où il travaillait, parmi des collègues en costume-cravate qui parlaient de chiffres et de pourcentages. J'ai pensé que tu méritais quelque chose de spécial pour cette étape importante.
70 ans, ce n'est pas rien. Tu n'aurais pas dû dépenser autant d'argent, avais-je répondu, bien qu'une partie de moi ait été heureuse de ce geste. Peut-être cela signifiait-il qu'il pensait encore à moi, que le vieil ouvrier comptait encore pour quelque chose, celui qui avait tout sacrifié pour lui donner une meilleure éducation. Ce n'est rien, papa. Je peux me le permettre maintenant. Et dans ces mots, il y avait quelque chose qui m'avait mis mal à l'aise. Une assurance trop forcée, une tranquillité qui semblait cacher autre chose, comme s'il récitait un script appris par cœur pour l'occasion. Pendant la fête, Pierre avait été poli mais distant. Il avait bavardé avec les autres invités de tout et de rien, du temps qui se refroidissait, des élections politiques, de la circulation de plus en plus chaotique de Paris, avait ri au bon moment, fait tout ce qu'on attend d'un fils attentionné lors de l'anniversaire de son père. Mais je le connaissais. Je connaissais chacune de ses expressions, chacun de ses gestes, chaque nuance de son comportement, chaque tic nerveux qu'il avait développé enfant. Et ce n'était pas le Pierre que j'avais élevé. C'était un étranger qui portait le visage de mon fils. Quand il était parti, vers 8 heures du soir, il m'avait embrassé à nouveau avec la même froideur qu'avant, une étreinte qui semblait plus une obligation sociale qu'un geste d'affection spontanée. Profite du whisky, papa. Tu l'as mérité après toutes ces années de dur labeur. Bois-le lentement, savoure-le. C'est un whisky qui se déguste avec patience. Et en disant cela, ses yeux avaient évité les miens, regardant plutôt vers la fenêtre, vers la rue, vers n'importe quoi sauf le visage de son père. Maintenant j'étais seul, assis dans mon fauteuil avec la télécommande dans la main et sans envie d'allumer la télévision, et cette bouteille dorée semblait me regarder depuis l'entrée comme un objet mystérieux, chargé de significations que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pourquoi Pierre, qui ces 3 dernières années avait à peine pensé à mon anniversaire, se limitant à un appel hâtif ou à une carte de vœux achetée à la dernière minute, avait-il décidé cette année de me faire un cadeau si coûteux? Pourquoi cette attention soudaine? Pourquoi cette étrange tension que j'avais perçue en lui toute la soirée, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose d'important se produise? Je me levai de mon fauteuil avec la lenteur de mes 70 ans, sentant mes genoux craquer qui me rappelaient toutes les années passées debout devant les machines de l'usine, et j'allai vers la bouteille. Je la pris dans mes mains, sentant le poids du verre épais et la qualité du papier qui l'enveloppait. C'était vraiment un whisky de qualité, le genre de bouteille qu'on ne trouve que dans les magasins de spiritueux les plus exclusifs de Paris, ceux de la rue Saint-Honoré ou de la rue de Rivoli, où les prix font pâlir un retraité comme moi qui doit composer avec une pension modeste. Comment Pierre pouvait-il se le permettre? Certes, il travaillait dans une banque et gagnait bien sa vie, beaucoup mieux que ce que j'avais jamais gagné, mais je savais qu'il avait une hypothèque à payer pour la nouvelle maison qu'ils avaient achetée à Neuilly, les frais pour Chloé qui fréquentait une école privée bilingue, les traites de la nouvelle BMW qu'ils avaient achetée l'année dernière. J'apportai la bouteille dans la cuisine et la posai sur la table en formica jaune que Marguerite avait choisie quand nous avions emménagé dans cette maison il y a 30 ans, après avoir vendu le petit appartement de Boulogne où Pierre était né et avait grandi. Je sortis 2 verres du placard, un pour moi et un pour Marguerite, comme je le faisais toujours quand je voulais la sentir encore près de moi, quand j'avais besoin de lui parler même si elle n'était plus là, et je commençai à enlever le papier doré avec soin, presque avec révérence pour un objet si coûteux et apparemment précieux. En dessous se trouvait la bouteille originale, avec l'étiquette élégante en caractères dorés et le sceau de garantie intact. Tout semblait parfait, authentique, comme il se devait pour un whisky de cette qualité et de ce prix. J'étais sur le point de l'ouvrir, cherchant déjà le tire-bouchon dans le tiroir, quand mon téléphone vibra sur la table. Un message. Mon cœur fit un bond quand je vis le nom sur l'écran, Chloé. Ma petite fille. La fillette de 12 ans qui était la lumière de mes yeux, la seule qui me regardait encore avec l'amour pur et inconditionnel que j'avais vu dans les yeux de Pierre quand il était petit. Chloé, avec ses grands yeux curieux couleur noisette, toujours pleine de questions sur le monde, toujours prête à écouter mes histoires du passé, de la guerre que j'avais vécue enfant, du travail à l'usine, de comment était Paris quand j'étais jeune. J'ouvris le message et ce que je lus me glaça le sang dans les veines. Grand-papa, s'il te plaît. Ne bois pas. Mes mains tremblèrent tandis que je fixais ces 4 mots sur le petit écran du téléphone. Ne bois pas. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment Chloé savait-elle pour le whisky?
Et surtout, pourquoi m'avertissait-elle de ne pas le boire? Une fillette de 12 ans qui m'envoyait un avertissement si cryptique et urgent au milieu de la nuit. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. J'ai entendu papa et maman parler. Je ne peux pas en dire plus maintenant. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ne bois pas cette bouteille. Le monde semble s'arrêter autour de moi. Je regardai la bouteille sur la table, puis à nouveau le téléphone, puis à nouveau la bouteille. Chloé avait entendu Pierre et Sylvie parler. De quoi? Et pourquoi ce qu'ils avaient dit l'avait-elle poussé à m'envoyer cet avertissement désespéré? Une fillette qui aimait son père plus que tout au monde et qui me mettait en garde contre lui. Une partie de moi voulait se convaincre que tout cela était un malentendu. Que Chloé avait mal compris une conversation innocente entre ses parents. Peut-être parlait-il du fait que je ne devais pas boire à cause du diabète de type 2 qui m'avait été diagnostiqué l'année dernière, ou à cause des médicaments que je prenais pour l'hypertension. Mais une autre partie, celle qui avait appris à faire confiance à l'instinct après 70 ans de vie, après avoir vu la nature humaine sous toutes ses formes pendant les longues années à l'usine, entre collègues honnêtes et malhonnêtes, entre chefs justes et tyranniques, savait que quelque chose était horriblement faux. Je m'assis lourdement sur une chaise de la cuisine, celle où Marguerite s'asseyait chaque matin pour boire son café et lire le journal, le téléphone encore dans la main et les yeux fixés sur la bouteille. Pierre. Mon Pierre. L'enfant que j'avais élevé, que j'avais aimé plus que ma propre vie, pour qui j'avais travaillé des doubles équipes à l'usine pour payer l'université, pour qui j'avais renoncé aux vacances et aux loisirs pour mettre de côté l'argent nécessaire à son avenir. Était-il possible que... Non. Je ne pouvais même pas y penser. Je ne pouvais pas imaginer que mon fils veuille me faire du mal. Il devait y avoir une explication. Il devait y avoir un malentendu. Les fils ne tuent pas leur père. Cela n'arrive pas dans les familles normales comme la nôtre, dans les familles où il y a toujours eu de l'amour et du respect mutuel. Mais alors pourquoi mes mains tremblaient, elles? Pourquoi sentais-je ce nœud dans l'estomac qui me rappelait les jours les plus sombres de ma vie, quand Marguerite était à l'hôpital et que les médecins ne pouvaient pas me dire si elle survivrait? Pourquoi chaque instinct que je possédais me criait-il d'être prudent, de ne pas faire confiance, de ne pas boire ce whisky? Je pris le téléphone et appelai Chloé. Il sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde, et quand elle le fit, sa voix était à peine un murmure, comme si elle avait peur d'être entendue par quelqu'un. Grand-papa. Chloé, ma chérie, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as entendu? Je ne peux pas parler maintenant, grand-papa. Papa et maman sont dans la maison, et s'ils m'entendent téléphoner à cette heure, ils vont me gronder. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne boiras pas cette bouteille. Promets-le-moi. Chloé, tu dois me dire ce que tu as entendu. S'il y a quelque chose que je dois savoir. Je ne peux pas, grand-papa. Pas au téléphone. Mais demain, après l'école, je viendrai chez toi sous prétexte de faire mes devoirs. Je te dirai tout. Mais maintenant, s'il te plaît, promets-moi que tu ne l'ouvriras pas. La ligne fut coupée. Chloé avait raccroché, probablement parce qu'elle avait entendu quelqu'un s'approcher de sa chambre. Je restai assis dans la cuisine pendant ce qui me sembla des heures, fixant cette bouteille comme si c'était une bombe prête à exploser. Mon esprit courait, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Pierre avait-il des problèmes d'argent? Était-il endetté envers quelqu'un? Avait-il fait quelque chose d'illégal? Et si oui, quel était mon rapport avec cela? Pourquoi la solution à ces problèmes devait-elle passer par une bouteille de whisky empoisonnée? Puis je me souvins de quelque chose qui me glaça le sang. Le testament. Il y a 3 mois, mon avocat, Maître Durand, un homme âgé et distingué qui s'occupait de toutes les affaires juridiques de ma famille depuis des décennies, m'avait appelé pour me rappeler de mettre à jour le testament après la mort de Marguerite. J'avais où laissé à Pierre, la maison, les économies que j'avais accumulées en 40 ans de travail honnête, la petite retraite que j'avais acquise, les obligations d'État que Marguerite avait achetées au fil des ans avec ses économies d'institutrice. Ce n'était pas grand-chose selon les standards d'aujourd'hui, mais pour une famille d'ouvriers, c'était quand même une somme considérable.
La maison seule, dans ce quartier de Paris qui s'était valorisé au fil des ans avec l'expansion de la ville, valait au moins un demi-million d'euros. Pierre le savait. Je le lui avais dit, pensant qu'il était juste qu'il sache ce qui l'attendait, qu'il puisse planifier son avenir en conséquence. Quand je ne serai plus là, lui avais-je dit lors d'un de nos derniers dîners ensemble, tout cela sera à toi. Tu es tout ce qui me reste d'une vie de travail et de sacrifice. Toi et Chloé êtes mon héritage le plus précieux. Et si Pierre était pressé d'hériter? S'il avait besoin de cet argent immédiatement? S'il était dans le pétrin et voyait ma mort comme la seule issue à ses problèmes? Non. Je ne pouvais pas y penser. Je ne pouvais pas croire que mon fils soit capable d'une chose pareille. Les fils qui tuent leurs parents n'existent que dans les films, dans les romans policiers, dans les nouvelles de faits divers qu'on lit dans le journal en pensant « comment une chose pareille peut-elle arriver ?» puis on tourne la page en l'oubliant. Mais Chloé m'avait averti. Chloé, qui n'avait que 12 ans mais qui avait toujours été une enfant éveillée, attentive, mature pour son âge. Chloé, qui m'aimait et qui ne m'aurait jamais menti, qui n'aurait jamais plaisanté sur une chose pareille, qui avait risqué d'avoir des ennuis avec ses parents juste pour m'avertir. Je pris la bouteille et la portai dans mon bureau, la petite pièce où je gardais mes livres, les photos de famille, les souvenirs d'une vie, les médailles de bravoure que mon père avait gagnées pendant la guerre, la photo de mon jour de mariage avec Marguerite, les dessins que Pierre m'avait fait enfant et que j'avais jalousement conservés. Je la posai sur le bureau sous la lampe au abat-jour vert et l'examinai attentivement. Le sceau semblait intact. L'étiquette était parfaite. Il n'y avait aucun signe de manipulation visible à l'œil nu. Mais cela ne voulait rien dire. Avec la technologie d'aujourd'hui, il était possible d'ouvrir une bouteille, de modifier son contenu et de la refermer sans laisser de traces évidentes. J'allai dans la salle de bain et pris une seringue que j'utilisais pour mes médicaments contre le diabète. Je retournai dans le bureau, ouvris soigneusement la bouteille et prélevai un petit échantillon du whisky. Je le versai dans une éprouvette que j'avais trouvée dans le kit de chimie que Marguerite utilisait pour tester l'eau de la piscine de la copropriété, quand elle faisait partie du comité de gestion et s'occupait de l'entretien des espaces communs. Le liquide avait la bonne couleur, la bonne odeur. Il sentait le malt, le bois, tous ces arômes complexes qui caractérisent un whisky de qualité. Mais cela ne voulait rien dire. Beaucoup de poisons sont inodores et incolores, se mélangent parfaitement avec d'autres liquides sans en altérer l'apparence ou le goût. Je refermai la bouteille et la remis à sa place. Puis je pris le téléphone et appelai mon cousin André, qui travaillait dans un laboratoire d'analyse chimique de l'hôpital Saint-Antoine. André, c'est Henri. Excuse-moi d'appeler si tard. Henri. Comment ça va? La fête t'a plu? Je suis désolé d'être parti tôt, mais tu sais comment est Sylvie avec ses migraines. Quand elle a une crise, elle ne peut même pas supporter le bruit de la télévision. Oui, merci. Écoute, j'ai besoin d'un service. Pourrais-tu analyser un échantillon pour moi? Demain matin. Quel genre d'échantillon? Du whisky. Je veux savoir s'il y a quelque chose dedans qui ne devrait pas y être. Il y eut une longue pause. Henri, tout va bien? Pourquoi veux-tu faire analyser du whisky? Il s'est passé quelque chose? Tu as des soupçons. C'est compliqué. Je t'expliquerai demain. Tu peux le faire. Bien sûr, apporte-le-moi demain matin tôt, avant que le chef n'arrive. Mais Henri, si tu soupçonnes que quelque chose ne va pas, ne le bois pas. Quoi que ce soit, ne prends pas de risque. On n'a qu'une vie. Je ne le ferai pas. Merci, André. Je te dois un service. Ne dis pas de bêtises. On est de la famille. C'est ce qu'on fait en famille. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restai éveillé dans le lit conjugal qui me semblait maintenant trop grand, fixant le plafond et pensant à Pierre. Au souvenir de son enfance, aux moments heureux que nous avions partagés. La première fois qu'il avait conduit ma vieille Renault 4, sur le parking vide derrière l'usine, avec moi qui lui expliquais patiemment comment utiliser l'embrayage sans caler le moteur. Le jour de sa remise de diplôme, quand il avait pleuré de joie et m'avait dit que tout ce qu'il avait accompli, il le devait à moi et à sa mère, que sans nos sacrifices il ne serait jamais arrivé si loin.
Le jour où Chloé était née, quand je l'avais vue tenir sa fille avec la même tendresse avec laquelle je l'avais tenue 45 ans plus tôt. Où était passé ce Pierre? Quand s'était-il transformé en cet étranger froid et calculateur? Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et moi, aveuglé par l'amour paternel, je ne m'en étais jamais aperçu? Ou peut-être me trompais-je? Peut-être laissais-je la paranoïa d'un vieil homme me faire voir des dangers là où il n'y en avait pas. Peut-être Chloé avait-elle mal compris quelque chose. Peut-être. Mais au fond de mon cœur, dans cette partie de moi qui avait appris à reconnaître le danger pendant les années difficiles de la guerre, quand j'étais enfant et devais distinguer entre amis et ennemis, je savais que ce n'était pas le cas. L'instinct d'un père ne se trompe jamais. Et mon instinct me disait que mon fils essayait de me tuer. Le lendemain matin, je me levai tôt, comme je le faisais depuis ma retraite, et j'apportai l'échantillon à André. Je ne lui dis pas d'où il venait, seulement que je voulais savoir s'il contenait des substances toxiques. Il me promit les résultats avant le soir. Je rentrai chez moi et attendis. Chaque minute semblait une heure. Chaque bruit me faisait sursauter. Le tic-tac de l'horloge à balancier du salon semblait compter les battements de mon cœur accéléré. Quand enfin la sonnette retentit, à 4 heures de l'après-midi, je courus ouvrir avec une vitesse que je n'avais plus depuis des années. C'était Chloé. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré, et son visage était pâle de quelqu'un qui avait peu et mal dormi. « Grand-papa, dit-elle en se jetant dans mes bras. Je suis tellement désolé. » Je l'amenai au salon et nous nous assîmes sur le canapé où Marguerite et moi avions passé tant de soirées à regarder la télévision, à parler de nos projets d'avenir, à rêver de voir grandir nos petits-enfants. Chloé se blottit contre moi comme elle le faisait quand elle était plus petite et avait peur des orages. « Dis-moi tout, ma chérie, dis-je en caressant ses cheveux blonds qu'elle avait hérités de sa mère. Qu'est-ce que tu as entendu? » Chloé respira profondément avant de parler, comme si elle rassemblait tout son courage. « Hier soir, après qu'on soit rentré de chez toi, papa et maman parlaient dans la cuisine. Ils pensaient que j'étais allé me coucher, mais j'étais resté à écouter dans l'escalier parce qu'ils se disputent souvent ces derniers temps et je voulais comprendre pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Papa disait que tu allais enfin boire le whisky et que dans une semaine tout serait fini. Maman lui a demandé s'il était sûr que ça marcherait, et papa a dit que son ami pharmacien lui avait assuré que ça ressemblerait à un infarctus naturel. Que personne ne soupçonnerait jamais rien, surtout à ton âge. Le sang se glaça dans mes veines. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Maman était inquiète. Elle disait que c'était mal, que tu étais son beau-père et que tu l'aimais, que tu l'avais toujours traité comme une fille. Mais papa a dit qu'il n'avait pas le choix, que les dettes étaient trop importantes et que la banque allait saisir la maison. Il a dit que tu comprendrais, si tu savais à quel point ils étaient désespérés. Les dettes. Oui, grand-papa. Papa a perdu beaucoup d'argent. Il a fait de mauvais investissements avec l'argent de la banque où il travaille. Il dit que s'il ne rembourse pas tout avant la fin du mois, il ira en prison et on perdra tout. Tout commençait à avoir du sens. Pierre avait volé de l'argent à la banque où il travaillait. Il avait fait des investissements risqués, probablement en pensant pouvoir tout rembourser avec les profits. Mais il avait tout perdu. Et maintenant il avait besoin de mon héritage pour couvrir les dettes et se sauver de la prison et sauver la famille de la ruine. Chloé, dis-je, tu as bien fait de me dire tout cela. Tu as été très courageuse. Grand-papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Je regardai dans les yeux de ma petite fille, ses yeux innocents qui me regardaient avec une confiance totale. Comment pouvais-je détruire sa famille? Comment pouvais-je envoyer son père en prison? Mais en même temps, comment pouvais-je laisser Pierre s'en tirer? Comment pouvais-je faire semblant de ne rien savoir et risquer ma vie? Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais une chose est sûre, je ne boirai pas ce whisky. Le téléphone sonna. C'était André. Henri, j'ai les résultats. Ce whisky contient une dose massive de digoxine. C'est un médicament pour le cœur, mais à cette concentration, c'est mortel. Cela aurait causé un arrêt cardiaque qui aurait semblé naturel, surtout chez un homme de ton âge avec des problèmes de santé. Merci, André.
Tu peux garder l'échantillon comme preuve. Bien sûr. Henri, tu dois appeler la police. Immédiatement. C'est une tentative de meurtre. Je le ferai. Mais quand je raccrochai, je n'appelai pas la police. Au lieu de cela, j'appelai Pierre. Papa. Comment tu vas? Bien, mon fils. Écoute, j'aimerais que tu viennes dîner ce soir. Seul. Il faut qu'on parle. De quoi? Du whisky que tu m'as offert. Et d'autres choses. Il y eut une longue pause. D'accord, papa. J'arrive à 8 heures. Ce soir-là, quand Pierre arriva, je le fis asseoir au salon. La bouteille de whisky était sur la table basse entre nous, comme un témoin silencieux de ce qui allait se passer. Alors, papa, de quoi tu voulais parler? De toi, Pierre. De ce qui est arrivé à ta vie. De ce qui t'a amené à ce point. Le visage de Pierre pâlit légèrement. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je crois que si. Je pris la bouteille et la soulevai. Macallan 25 ans. Très cher. Trop cher pour quelqu'un qui a volé de l'argent à la banque où il travaille. Pierre se leva d'un bond de son fauteuil. Qui t'a dit? Assieds-toi, Pierre. Ma voix était calme mais ferme, la voix que j'utilisais quand il était enfant et avait fait quelque chose de mal. Assieds-toi et dis-moi la vérité. Toute la vérité. Pierre se laissa tomber dans le fauteuil, le visage dans les mains. Pendant un moment, je revis l'enfant qu'il avait été, effrayé et vulnérable, qui venait vers moi quand il avait cassé quelque chose ou une mauvaise note à l'école. « Comment tu le sais » murmura-t-il. « Peu importe comment je le sais. Ce qui importe, c'est que tu me dises ce qui s'est passé. Comment tu en es arrivé là? » Et Pierre me raconta tout. Comment il avait commencé par de petits prêts non autorisés à lui-même, pensant pouvoir les rembourser rapidement. Comment il avait découvert le monde des investissements en ligne, des crypto-monnaies, des paris financiers qui promettaient des gains faciles et rapides. Comment il avait investi dans des actions risquées, des fonds spéculatifs, tout ce qui promettait de multiplier l'argent en peu de temps. Comment il avait perdu et avait dû prendre de plus en plus d'argent pour couvrir les pertes précédentes, espérant toujours le coup de chance qui remettrait tout en ordre. Maintenant je dois 300 000 € à la banque, dit-il d'une voix brisée par les pleurs. Si je ne les rembourse pas avant la fin du mois, ils découvrent tout. J'irai en prison, papa. Je perdrai tout. Sylvie, Chloé, la maison, le travail, tout. Et tu as pensé que me tuer était la solution? Pierre éclata en sanglots, de vraies larmes de désespoir et de honte. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. J'étais désespéré. Et puis j'ai pensé que tu étais vieux de toute façon, qu'il ne te restait peut-être plus beaucoup d'années, que peut-être. Et tu as décidé d'accélérer les choses. Le pharmacien m'a dit que tu mourrais dans ton sommeil. Que tu ne souffrirais pas. Que ça ressemblerait à quelque chose de naturel. Un infarctus, comme celui qui a tué maman. Je regardai mon fils pleurer et sentis mon cœur se briser. Pas à cause de ce qu'il avait essayé de me faire, mais à cause de ce qu'il était devenu. À cause de l'homme désespéré et perdu qui avait pris la place de l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour. Pierre, dis-je après un long silence, lève-toi. Il se leva, tremblant comme une feuille. Maintenant rentre chez toi. Embrasse ta femme et ta fille. Et demain matin, va à la police et avoue tout. Papa, je ne peux pas. Si, tu peux. C'est la seule chose juste à faire. Et peut-être, si tu avoues volontairement, si tu montres du repentir, la peine sera plus légère. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Je vais vendre cette maison et utiliser l'argent pour aider ta famille. Pas pour te sauver des conséquences de tes actes, mais pour m'assurer que Sylvie et Chloé ne paient pas pour tes erreurs. Pierre me regarda avec des yeux pleins de larmes. Papa, Va, Pierre. Et souviens-toi, quoi que tu aies fait, quelle que soit l'erreur que tu aies commise, tu es encore mon fils. Et je t'aimerai toujours.
Mais cela ne signifie pas que tu ne devras pas affronter les conséquences de tes actes. Pierre partit cette nuit-là, et je ne le revis pas pendant 6 mois. Le lendemain, il se rendit à la police et avoua tout. Il fut condamné à 3 ans de prison, mais il n'en purgea que 18 mois pour bonne conduite et pour avoir coopéré avec la justice. Je vendis la maison et achetai un petit appartement près de Chloé et Sylvie. J'utilisai le reste de l'argent pour payer les dettes de Pierre à la banque et pour m'assurer que ma petite-fille puisse continuer à fréquenter son école privée. Quand Pierre sortit de prison, il vint me voir. Il avait maigri, avait les cheveux gris, mais dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, l'honnêteté. « Papa, dit-il, je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Pardonner est facile. C'est la confiance qui demande du temps. Que puis-je faire pour la reconquérir? Être l'homme que je sais que tu peux être. Être le père que Chloé mérite. Être le mari que Sylvie mérite. Et n'oublie jamais que les actes ont des conséquences. » Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Pierre travaille comme comptable dans une petite entreprise. Il gagne beaucoup moins qu'avant, mais il est honnête. Il vient me voir chaque dimanche avec Chloé et Sylvie. Nous parlons, rions, partageons les repas. Et parfois, quand je le vois jouer avec Chloé dans le parc, je reconnais à nouveau l'enfant qu'il avait été. L'enfant que j'avais aimé inconditionnellement et que j'aime encore. La bouteille de whisky est encore dans mon armoire, scellée et intacte. Je la garde comme rappel que l'amour d'un père peut survivre même à la trahison la plus profonde, mais que le pardon ne signifie pas oublier. Et chaque soir, avant d'aller me coucher, je regarde la photo de Marguerite sur ma table de chevet et je lui chuchote, « Nous avons élevé un bon homme, mon amour. Il a juste perdu son chemin pendant un moment. Mais nous l'avons retrouvé. » Chloé a maintenant 15 ans et c'est la fille la plus sage que je connaisse. Elle me dit souvent, « Grand-papa, je suis contente de t'avoir sauvé cette nuit-là. » Et je lui réponds toujours, « Non, ma chérie. C'est toi qui nous as tous sauvés. » Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like pour que je sache que vous avez ressenti chaque émotion de ce grand-père courageux. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous qu'il a pris la bonne décision? Votre opinion vaut de l'or. Pour entendre la prochaine histoire qui changera votre journée, cliquez sur le champ de gauche.